Tout le monde a eu trop peur. Vu qu'aujourd'hui c'est Halloween, je me suis dit je vais parler d'un jeu d'horreur. Et pas n'importe lequel. Silent Hill 2, le meilleur jeu d'horreur de tous les temps d'après IGN. Donc Silent Hill 2 sort en 2001 et c'est la suite du premier jeu sorti en 99. C'est pas la suite directe, on va pas incarner le même gars, mais voilà. Pendant les années 90, les jeux d'horreur vont se populariser avec Alone in the Dark en 92 et Resident Evil en 96. Alone in the Dark va poser les codes du survival horror avec un gameplay alternant entre phase de combat et phase d'énigme. Il va aussi intégrer les vues en mode caméra fixe pour garder le joueur en permanence sous tension. Resident Evil va lui utiliser ces codes et les populariser avec quelques innovations et surtout des graphismes plus détaillés. Silent Hill va réutiliser les mêmes codes mais va les mêler avec de l'horreur psychologique. Bien, ça a poussé en 2 mois, regardez. Un truc que tout le monde connaît sur Silent Hill, c'est son énorme brouillard qui permettait à l'époque de créer de grandes zones malgré les limites techniques de la play en cachant les éléments trop loin du joueur. Bon, pas si loin que ça. En plus de ça, le manque de vision constant va rendre la peur permanente. J'ai abordé en vif l'horreur psychologique, je pense que c'est important de définir ce que c'est avant d'aller plus loin. Contrairement à l'horreur plus blockbuster d'un RE qui va miser sur des screamers, là ça va chercher à instaurer un malaise permanent. Le caca. Elle va utiliser des éléments surréalistes pour nous faire douter de la santé mentale de notre personnage. D'ailleurs, on incarnera le plus souvent des personnages assez torturés avec très peu de moyens de se défendre. Les thèmes abordés dans ce sous-genre de l'horreur sont peu abordés dans notre style. Ça va de la culpabilité au deuil jusqu'à la folie. Et ça va être le plus souvent des scénarios assez énigmatiques et libres à l'interprétation. Bref, on va incarner James Sunderland qui vient de recevoir une lettre de sa femme décédée depuis 3 ans d'une maladie inconnue et incurable. Dans cette lettre, elle lui demande de la retrouver dans leur lieu à eux à Silent Hill. James c'est un gars assez bizarre, il est bien loin du beau gosse Leon Kennedy. Il est assez lâche et on a tout le temps l'impression qu'il est ailleurs. La preuve, il est même pas étonné de tout le brouillard qu'il y a à Silent Hill. En plus de ça, il a un kink chelou avec les trous. Son doublage avait été critiqué à l'époque pour sa nonchalance. On verra au contraire que le doubleur a fait un très bon taf et que rien n'est laissé au hasard. Dans le but de trouver l'endroit dont parle la lettre, James va arpenter la ville. Il y rencontrera plusieurs personnes, plus ou moins bienveillantes, toutes attirées ici pour une raison ou une autre. Angela, c'est notre première rencontre, une rencontre très bizarre d'ailleurs. Excuse me, I'm sorry. I No, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Ah, là c'est le moteur du jeu. Elle est ici pour retrouver sa mère et elle nous mettra en garde sur un certain danger occupant la ville. And it's not just the fog either. Okay. It's... On va récupérer une radio qui a la particularité de détecter les mobs. Alors je sais pas comment ça fonctionne, mais pourquoi pas. En rentrant dans un des appartements de Blue Creek, on va trouver un cadavre et plein d'impacts de balles dans les murs. Pourquoi ta drone met des casseroles sur le nez? Une télévision? Des vélos en lait? De la merde! En allant dans les toilettes, on va rencontrer Eddie, un gros qui vomit. Il nous jure ne pas avoir tué la personne qu'on a vue dans l'appartement. Du coup, on le croit. En vrai, ça a l'air d'être un chic type. Après ça, on va se faire écraser les mains par une gamine. Sale pute. Du coup, la gamine, elle s'appelle Laura. Elle a pas l'air de trop avoir peur de ce qui se passe à Silent Hill. En plus de ça, elle connaît Marie, la femme de James. Sauf qu'elle s'échappe avant qu'on puisse lui demander quoi que ce soit. Du coup, on va suivre la gamine jusqu'au parc. Et c'est à ce moment-là qu'on fera la rencontre la plus étrange de tout le jeu. Mary? No, you're not. J'ai dit que c'était la rencontre la plus étrange de tout le jeu. En fait, Maria a exactement le même caractère modèle que Marie. Ce qui va changer entre les deux, c'est juste la tenue et la personnalité. Maria est beaucoup plus provocante, comme une version fantasmée de Marie par James. You're coming with me? You were gonna just leave me? Je comptais faire comme James, c'est-à-dire laisser toute seule Maria dans cette ville pleine de monstres, parce que c'est ça qu'on faisait depuis le début, et je voyais pas la logique de me faire accompagner dès la moitié du jeu par quelqu'un alors que c'est un jeu d'horreur. Au final, j'étais aussi délu que James. J'ai pas encore parlé de Pyramid Head, c'est clairement l'un des monstres les plus iconiques du genre de l'horreur. Et d'ailleurs, pourquoi ? À mon avis, c'est parce que Pyramid Head incarne parfaitement ce qu'est l'horreur psychologique.
La première fois qu'on le voit, c'est à une intersection de couloirs, où tout à coup notre radio se met à grésiller, comme pour indiquer qu'un mob est là. Sauf qu'on voit rien du tout. En continuant dans le couloir, et à mesure que le bruit augmente, on finit par voir Pyramid Head, immobile, derrière un grillage. Tu viens de présenter le plus grand mob de ton jeu, sans aucun screamer à la con. Notre deuxième rencontre avec lui sera quelque peu dérangeante. Comment qu'il l'a... Le jeu alterne entre exploration de lieux assez étroits et labyrinthiques, avec l'exploration de rues très larges et assez dirigées. C'est pendant ces premières phases que le scénario va vraiment se développer, avec de nombreuses cinématiques et plusieurs documents à lire. C'est aussi dans ces moments-là qu'il y aura le plus gros des combats et des énigmes à résoudre. Ces passages-là étant trop chargés en action, l'histoire avançait vraiment dans ma tête pendant les phases plus tranquilles. Donc depuis le début, les zones sont assez exiguës et il est assez facile de s'y perdre, mais vers la fin du jeu ça s'empire, comme si Silent Hill réagissait à l'état mental de James. Les deux avant-derniers niveaux sont respectivement une prison et un labyrinthe. En vrai, maintenant on a capté. James, il est complètement crazy. Il souffre de psychose et cette maladie va s'empirer tout au long du jeu. C'est au moment où on atteindra la chambre d'hôtel de Marie et qu'on regardera la cassette qu'avait laissée ici James des années auparavant que tout fera sens. En fait, James a tué Marie il y a 3 ans parce que sa maladie lui cassait trop les couilles. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. La lettre qu'on a depuis le début du jeu, c'est maintenant qu'une feuille blanche. Silent Hill et tous ses personnages sont en fait que le reflet de la psyché de James. Angela serait la part de culpabilité de James. On apprendra dans le jeu en lisant un journal qu'elle a tué son père qui abusait d'elle sexuellement. Elle nous apprendra aussi à la fin que sa mère ne voulait pas qu'elle vive. Et c'est pour ça qu'on l'a vu faire une tentative de suicide. Eddie incarnerait le déni. Au début, il va nous dire qu'il n'a tué personne et tout, mais progressivement, il va carrément tuer des gens juste pour un simple regard. Il va même essayer de tuer James alors que les deux semblaient s'apprécier depuis le début. James a créé Maria pour se punir. Il la verra mourir plusieurs fois sous ses yeux et à chaque fois sans qu'il ne puisse rien faire, comme s'il cherchait à se condamner d'avoir tué sa femme. Maria est aussi un très bon repère quant à l'évolution de la psychose de James. James! Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. That thing! It stabbed you! There was blood everywhere! Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator! And then, James, what are you talking about? just before! Don't you remember? Why? Pyramid Head, quant à lui, est plus un bourreau. Ça va toujours être lui qui va tuer Maria. Aussi, lors des fois où on va le confronter, il sera toujours immortel. Ce sera que quand James aura affronté la vérité qu'on pourra enfin le tuer. Plusieurs fins s'offrent à nous. La première, celle où James accepte la vérité et quitte Silent Hill avec Laura. La deuxième, où il n'accepte pas la mort de sa femme et décide donc de la rejoindre. Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. Un peu trop facile non comme fin en vrai. Et si je te disais que tout ce que je venais de dire était faux et que depuis le début tout est manigancé par Natsu, le chien de Squeezie. Du coup, le jeu m'a mis une claque narrative 20 ans après sa sortie. Mais en vrai, qu'est-ce que ça vaut au niveau gameplay? Parce que le jeu, il est sorti sur PS2 quand même. En fait, j'ai menti les gars. J'ai pas fait le jeu sur PS2. La version du jeu sur laquelle j'ai fait cette vidéo, en fait, c'est un remaster de la communauté. Parce que le portage PC est complètement foireux. Et du coup, pour avoir la meilleure expérience, bah, j'ai joué à cette version. Globalement, c'est à peine plus joli que le jeu sur PS2. Et le gameplay est un peu plus actualisé, on va dire. En gros, le jeu, il te donne la possibilité soit de jouer avec les contrôles comme à l'époque, soit de jouer avec des contrôles plus actuels. Du coup, j'ai testé les vieux contrôles au début, mais j'ai vite arrêté parce que j'arrivais même pas à sortir du spawn, donc faut pas abuser quoi. Je sais que les caméras fixes c'est pas ce qu'il y a de plus trendy, et là on dirait vraiment que c'est galère, mais en vrai ça fait le taf. Le jeu fait vraiment vieux sur certains aspects, comme par exemple pour se soigner on doit retourner à l'inventaire. De toute façon on peut pas exiger des QOL modernes sur un jeu datant de 2 décennies. Silent Hill a de grandes zones, même si c'est pas du tout un open world. La plupart des bâtiments seront fermés et même certaines routes. Ça sera aussi le cas de beaucoup de portes dans les bâtiments qu'on explorera.
Silent Hill est aussi un incontournable grâce à son OST. C'est d'ailleurs les musiques que vous entendez en fond depuis le début de la vidéo. Un des trucs qui me casse le plus les couilles habituellement dans les jeux d'horreur, c'est les énigmes. Mais pour une fois, je les ai bien appréciées. L'énigme du jeu radio est d'ailleurs ma préférée, je pense. Merry-go-round, haunted house, roller coaster, Ferris wheel, and teacups. Silent Hill is home to a thrilling amusement park that both children and adults love. The question is, what is the name of this amusement park? Ce qui pèse vraiment dans le jeu, c'est ses combats. Bon, en vrai, ça m'a pas tant dérangé que ça. J'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à Dark Souls. Tu tournes autour du mob et tu tapes. Mais en tout cas, les combats sont vraiment pas nerveux et précis. Ça va pas poser de problème pendant la majorité du jeu. Mais pendant les combats de boss, ça va être assez chiant. Parce que eux, ils se déplacent vite et ils frappent vite. Pour ce qui est des graphismes, le jeu est vraiment très beau pour de la PS2. Aujourd'hui, bien que les graphismes ont vieilli, le jeu est toujours plutôt beau. En tout cas, moi je suis complètement fan de l'esthétique du jeu. Et de toute façon, plus un jeu d'horreur est moche, plus il va faire peur. Parce que des graphismes moins réalistes, ça renforce l'effet Uncanny Valley. J'ai essayé de vulgariser au maximum l'histoire du jeu pour donner envie à ceux qui n'y ont pas joué d'explorer le jeu par eux-mêmes. Pour ma part, c'est devenu l'un de mes jeux préférés et c'est ce jeu-là qui m'a fait découvrir ce que j'aimais vraiment dans l'horreur.